1925-2025, François Braun, on accompagne l'année de Howard Phillips Lovecraft à New York. Et comme on a tout le temps, on a toute l'année 2025 devant nous, le miracle, c'est que à 100 ans près, au jour le jour, 2025 moins 100 égale 1925 et contiendra ce grand marathon des petites cases que Lovecraft remplit scrupuleusement dans le petit calepin que voici. On est le jeudi 14 avril, jeudi pour eux, mercredi pour nous, 14 pour les deux. Le grand événement, ça a été bien sûr dimanche, cette grande excursion à Washington, partie à 1h du matin de New York, arrivé à l'aube à Washington. On retrouve l'ami Edward Lloyd Sechrist qui lui-même a convoqué une de ses amies, Madame Renshaw, pour les piloter dans une Buick. Le Lincoln Memorial, évidemment, il a été juste inauguré en 1920. Il y a ce grand pont aussi, Key Bridge, qui est juste en train, là, on termine les travaux d'un des plus gigantesques ponts américains sur le Potomac, en tout cas dans l'audace technologique. On va voir Mount Vernon, on va voir évidemment la maison natale de George Washington, mais elle était fermée. À 17h, d'extrême justesse, Lovecraft attrape le train qui le ramène à New York, tandis que son compagnon George Kirk continue son voyage. Il dort à Washington et hier s'en va visiter les libraires de la ville. Il a ses livres à placer, les livres qu'il a édités à Cleveland, une correspondance de Ambrose Bierce avec Samuel Loveman, un recueil de Samuel Loveman lui-même, et il parcourt aussi les bouquinistes pour obtenir une bonne remise pour pouvoir ensuite à New York, ce qui fera le stock de la librairie d'occasion dont il rêve et qu'il va tout bientôt monter, revendre les autres avec un petit peu de bénéfice pour payer la quotidienne et rembourser le voyage. Aujourd'hui, il sera à Baltimore, ensuite il remontera le lendemain, il dormira à Philadelphie. Philadelphie, il passera donc toute la journée de demain, ensuite il rentrera à New York par étapes en s'arrêtant à Trenton. Donc aujourd'hui, pour Kirk, ce sera Baltimore et nous suivrons son voyage en même temps que Lovecraft reprend quoi? Lovecraft reprend tout simplement sa petite vie quotidienne. Alors demain, il y a un ami qui arrive, Russells, il marque dans la marge, Russells arrives. Russell, attendons demain, puisque c'est demain qu'il se retrouve, meet Russell, on ne va pas anticiper, et je vous le présenterai à ce moment-là. Prenons les 2, 4, 6 lignes, et ça tombe bien, aujourd'hui on a retrouvé, mardi 14, les petites lignes tombent bien en place exactement dans les séparations prévues sur le calepin. Nous, on a 6 lignes pour la journée. Et ça commence par ce mot, toujours évidemment mis comme une sorte de récurrence permanente, quelque chose qui signe, qui signe la vie tout simplement. Write. Écrire est un verbe intransitif, disait Maurice Blanchot. Je suis sûr que Lovecraft aurait condescendu. Oui, écrire est un verbe intransitif. Write, rest. Il y a quand même un peu de fatigue qui traîne avec les nuits blanches et puis la journée de Washington. Write et Belknap Cole. On peut pas passer une journée sans voir les copains. Cette fois, c'est Frank Belknap Long. Ça fait au moins 5 jours qu'on ne l'a pas vu. C'est beaucoup trop long. Belknap appelle. Bien sûr, tu viens, on va aller se faire une balade à Prospect Park. Et la catastrophe. Ship Mod Break. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maquette de bateau? Est-ce que ça vient du grand-père? Est-ce que c'est un genre de bateau en bouteille comme on trouve là? Peut-être il a acheté ça à New Bedford. Pour l'instant, on va s'y mettre. C'est toujours, chaque journal, c'est pas expliquer, c'est dire ce qu'on a à élucider collectivement.
et vous êtes bienvenus si vous vous inscrivez. Quelle était cette maquette de bateau, ou ce bateau en bouteille dont Lovecraft disposait dans sa chambre? J'en avais pas vu mention jusque-là. On trouvera peut-être ça évoqué dans une prochaine lettre Eau de Tante. En tout cas, il est tombé et c'est cassé. Il faut bien le noter dans le petit journal. On s'en va à Prospect Park, on revient. Out to Prospect Park, return, c'est passionnant. Et ben Knapp leave. Bon, ben c'est bon, on a fait la balade. Ben, salut, à quand? Demain. Là, on se fait une petite dînette tout seul, et puis Right, ouais, mais maintenant c'est le tour de l'autre. Loveman, Belknap, Loveman, S.L. Cole, et on se retrouve avec lui à la Tiffany. Alors Tiffany, c'est une cafétéria qui est juste là dans la rue, quasi en dessous du logement de Lovecraft. C'est pour ça qu'ils y vont si souvent. En plus, il y a un beau chat tigré que Lovecraft adore. Et on apprend qu'il pleut, mais c'est pas très grave, vu qu'il lui n'a pas de chemin à faire. Mais donc, ensuite, il dira à Loveman, bon, ben, tu rentres tout seul, et il ne le raccompagne pas, et il remonte, et toujours ce mot right. Alors, right. Alors, qu'est-ce qu'il peut écrire? J'ai peur que le 21 avril, il a du temps encore devant lui, il envoie une longue lettre à sa tante Liliane, 2 pages, 4 pages, youpla, 6 pages, 8 pages, 10 pages, 12 pages, 14 pages, 16 pages, 18 pages, 20 pages, 22 pages, et des pages de livres, d'immenses pages, et comme ça, et il écrit à sa tante quoi? Il lui raconte le voyage à Washington. Ce qui fait que le temps mis pour écrire la lettre qui rend compte du voyage de Washington, c'est plus de temps qu'il n'a passé dans la ville de Washington. Alors nous, évidemment, cette lettre, on va continuer de l'explorer. Je vous en ai déjà mis quelques bouts concernant le Lincoln Memorial, concernant la nuit en train. Mais quand on voit là les petites rayures, c'est 1, 2, 3, 4, 5, là on sait que c'est écrire à la tante Liliane, cette lettre qu'il postera aujourd'hui. Normalement, on devrait voir marqué qu'il va à la poste. N'anticipons pas. Alors, dans mon PDF, le voici. Évidemment, toujours le petit fac-similé. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait notre George Kirk? George Kirk est à Baltimore. Ce stylo et ce papier mauvais sont vraiment baltimoriens. Il rogne parce qu'il écrit à Lucille, mais il a dû trouver du papier à lettres de là directement à l'hôtel. Et ben, il faut bien qu'il se débrouille avec. Je continuerai d'écrire plus tard, mais je pense que je vais manger du poulet de Baltimore. C'est très bon, le poulet de Baltimore. Vous êtes d'accord que c'est bon, le poulet à Baltimore? Il y a un texte de Gertrude Stein qui s'appelle « Faire des affaires à Baltimore ». C'est peut-être Gertrude Stein. Est-ce qu'en 1925, non, il y a toujours de la famille de Gertrude Stein qui réside à Baltimore et qui fait des affaires à Baltimore. J'ai passé une heure agréable avec Janvier. Alors Janvier, c'est pas celui de Maigret, c'est un gars qui est libraire à Baltimore, donc un de ceux. Et bien que je n'ai pas fait d'affaires avec lui, alors combien tu me prends là de volume de la correspondance avec Ambrose Bierce? Ben non, excuse-moi, à qui tu veux que je les vende tes livres de ce poète Loveman? Nous promettons de nous aider mutuellement, ça évidemment, ça coûte pas cher. Demain vers midi, je repartirai de Baltimore pour Wilmington, puis Philly, donc Philadelphie. Si tu m'écris, poste-le au Center Bookshop, Philly. Donc, il se fait écrire directement là au libraire qu'il va aller voir.
il dit qu'il est pour lui écrire, et que c'est pour ça qu'il écrit mal, et c'est que il écrit apparemment des fois sur... il parle d'écrire sur les nappes en papier. Je suis au China, j'ai commandé du poulet chow mein. Je suis allé dans un autre restaurant d'abord, mais les tables étaient en dur, et moi j'avais envie de jazz et de confort. Et les nappes en papier, c'est le seul papier sur lequel je peux écrire, et j'ai envie d'écrire, mais il y a le repas servi, et je n'ai pas eu le temps de manger depuis le petit déjeuner. Rapport. Donc il a commandé un chow mein au poulet dans ce restaurant chinois, mais le chow mein au poulet, dedans, il n'y en a pas de poulet. Quoi qu'ils disent, là, dans la cour, j'en vois des poules et des poulets. Ben non. Café, par contre, exceptionnellement bon. Il parle de l'hôtel. Il dit, je suis dans la chambre 301 au Rittenhouse. Alors j'ai compilé 3 petits fragments qu'il a apparemment, c'est la même lettre, mais écrite à 3 endroits différents en fonction là, des moments libres qu'il a. Alors là, on est toujours à Baltimore. Baltimore parle de chevaux, de femmes et de choses comme les bijoux d'occasion achetés à ceux qui se ruinent aux courses et autres choses du même genre. Un curieux mélange de nord et de sud. Je suis dans la chambre 301 en Rittenhouse. Je suis amoureux de cette chambre. Je m'en arracherai cruellement demain matin, ne m'arrêterai qu'à Trenton et atteindrai la gare de Penn, donc la Penn Station, à New York dans le milieu de l'après-midi. Et le Rittenhouse à Philadelphie, il existe toujours, il ne ressemble plus du tout à ça. C'est un des plus luxueux hôtels de Philadelphie maintenant. Il a été reconstruit dans les années 70, mais en 1925, voilà à quoi ressemble le Rittenhouse Hotel de Philadelphie. Il se mouche pas du pied, le George Kirk, quand il voyage. Parce que peut-être que la chambre 301, c'est peut-être sous les combles. C'est déjà des hôtels dont, quand on retrouve les publicités qui annoncent qu'ils ont 180 chambres. En tout cas, ça explique qu'il soit amoureux de sa chambre. Il nous reste quoi? Il nous reste évidemment le New York Times. Allons y voir de suite. Mardi 14 avril 1925, on est sur la première page, la page de une. Les nouvelles. Oh, à Central Park. Et vous savez, comme Lovecraft aime là le jardin zoologique. Alors évidemment, le principal jardin zoologique, c'est celui du Bronx, mais Central Park a son coin zoo, Prospect Park à Brooklyn a son coin zoo à Central Park, alors qu'il y a plein d'enfants qui sont en train de visiter le bâtiment des singes, le babouin le plus gros, le plus célèbre, celui qu'on appelle The Duke, vient de s'échapper. Il est dangereux, il y a plein d'enfants partout, les gardiens vont l'abattre. On va en reparler demain parce que demain il y aura un autre article sur la fin de ce babouin The Duke. Mais c'est aujourd'hui que ça se passe, donc on en parle et demain on reviendra sur l'histoire du babouin. C'est une manière de vous dire merci, revenez, on continue ensemble, bien sûr. Des histoires de garçons d'ascenseur. Rappelez-vous le garçon d'ascenseur dans Marcel Proust. Alors, garçon d'ascenseur dans Proust, c'est 20 ans plus tôt, c'est 1905. Et puis on est encore là avec ce mouvement, là, vous savez, il remonte les chaînes, il tire les contrepoids, et puis il y a toutes ces conversations sur les amours du garçon d'ascenseur. Mais à New York, savez-vous qu'il y en a pas loin de entre 2500 et 3500 des garçons d'ascenseur, parce que dans tous ces skyscrapers, les ascenseurs ne sont pas automatisés. Bien sûr, il faut quelqu'un dans l'ascenseur, et ces types-là, on les prend et on les paye à peine. La semaine dernière, il y a eu une révolte des garçons d'ascenseur. Ils ont fait grève tous le même jour. Plus d'ascenseurs à Manhattan, la ville des gratte-ciel. Et pourtant, voici là une belle histoire. C'est celle que j'ai traduite, je reviens au PDF. New York Times, 14 avril 1925. Un manteau de fourrure féminin, quelqu'un qui prend l'ascenseur de la Bourse de New York, une école de danse défunte dans New Haven. Un autre quelqu'un en recherche décomplexée d'un salaire provisoire. Voici tous les ingrédients qui se sont rassemblés pour que le nom de Gustave Fioretti apparaisse sur le programme du Metropolitan Opera.
pour les représentations de cet été et cet hiver. Au début de l'histoire, Gustave Fioretti, je résume, vous lirez le PDF intégralement, qui vient juste d'avoir ses 29 ans, dirigeait une école de danse à New Haven, dispensant aux nouvelles générations l'art des pas et de développer son propre talent de terpsichore. Certains des élèves payaient, d'autres non. Un jour, Fioretti découvrit que son associé était parti avec la caisse. Triste histoire, évidemment. Il ferma boutique et vint à New York. L'hiver vint et ses rafales glacées. Il est dans la même situation, sans le sou, sur le pavé de New York, que Lovecraft et ses copains. Sa sœur avait besoin d'un manteau, voulait un manteau de fourrure, excusez-moi, c'est différent. Fioretti emprunta pour le lui payer. Les traites pour le manteau étaient implacables. C'était pas du lapin, faut croire. Et Fioretti dut se mettre en quête d'un travail. Le mieux qu'il trouva fut garçon d'ascenseur. Et un jour, il ne put honorer sa traite avec sa paye. Le prêteur se rendit à la bourse, il réclama la dette à ses employeurs. Les directeurs administratifs prirent en charge le problème et non seulement remboursèrent son obligation, mais en l'interrogeant, décidèrent qu'il fallait l'aider à progresser. S'y mirent avec fougue Arthur Langendijk, secrétaire de la compagnie gestionnaire du bâtiment de la bourse. Donc c'est là qu'il est garçon d'ascenseur, obtint que Miss Gally, maître de ballet, première danseuse du Metropolitan, reçoive Fioretti pour une audition et le recrutement pour les chœurs s'ensuivit. Madame Gally lui donne actuellement 3 leçons par semaine et la prochaine saison, il sera danseur solo. Un beau conte de fées. Mais c'est pas la question. On peut dire, voici l'histoire d'un garçon d'ascenseur, et c'est un conte de fées. Mais on peut dire le contraire. Et là, ça nous intéresse, et Lovecraft aussi. Prenez la trame du conte de fées. Et vous savez comme ça peut être codé, voire Bettelheim. Et dites, un conte de fées qui inclut le Stock Exchange de New York, et qui inclut un peu de gratte-ciel et des ascenseurs, et tous ces anonymes qui circulent dans la cabine, entrent et sortent, tandis que le garçon fait monter la petite cabine de haut jusqu'en bas, etc. Et à ce moment-là, vous introduisez ces éléments. On pourrait le faire avec du ChatGPT, mais ce serait de la moulinette à l'eau tiède. Pour l'instant, on en est là avec les intelligences artificielles. Mais là, le réel, il fait beaucoup mieux comme conte de fées que n'importe quelle application générative d'écriture. Tiens, faudrait qu'on essaye, non, les copains? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le New York Times? J'y reviens. Téléphoner sans câble. On commence à poser des câbles transatlantiques, en tout cas à travers la Méditerranée aussi. Et je crois qu'il y a déjà des câbles de téléphone transatlantiques entre le continent américain et l'Angleterre. Oui, mais sans câble, par ondes radio. Utiliser les ondes radio pour transmettre des communications téléphoniques. C'est encore quelque chose d'absolument secret, test secret, mais apparemment on a réussi à transmettre sans câble une conversation privée de New York jusqu'à Londres. On est page 3, on est toujours là dans les grandes cavalcades de Pâques qu'on a vues hier. Les enfants des écoles ont eu à honneur cette année, qui est la première de sa mandature, d'envoyer au bon président Coolidge dans chaque école des œufs de Pâques décorés. Monsieur Coolidge a reçu 38 000 œufs de Pâques décorés. Bon appétit, monsieur Coolidge. Et ça pour moi c'est important. Ford, qui s'est illustré évidemment, qui est un des principaux constructeurs de voitures, il faut aux États-Unis des constructeurs industriels d'avions. Ford s'est lancé dans la construction d'avions. C'est pas d'aujourd'hui. Ils appellent ça les Air Fliver, F-L-I-V-E-R. Il y a des tout petits monoplaces déjà. Est-ce que c'est du génie? Je sais pas. Mais eux, ils sont là dans le nord, à Detroit. Une liaison quotidienne, Chicago-Détroit, par avion, avec un monomoteur qui peut emporter soit 300 passagers, soit 250 kilos de marchandises. Et pour la première fois, on invente le concept d'avion cargo. Et l'avion cargo, ça peut se faire
sans tous les aménagements, voire même la sécurité qu'il faut pour les passagers. On arrive à le produire pour 25 000 $. Et les essais qu'on en fait sur cette liaison Detroit-Chicago, avec chaque fois 250 kilos de marchandises, prouvent que ce serait éventuellement viable. Et toujours ma petite navigation PDF, une fois que vous avez repéré ça dans le New York Times, la recherche d'images, elle n'est pas si difficile. Et voici ce même avion avec son hélice en tête, les voitures de 1925 qui suffisent à dater l'image. Voici l'avion, là, tout prêt à prendre son vol. Ford n'a pas continué dans l'histoire aéronautique, mais ça méritait qu'on le relève, non? Retour au New York Times. Toujours l'histoire de ce péage institué sur les plaques d'immatriculation par le Maryland pour les voitures qui comptent le traverser. Mais ça y est, fines will be refunded. C'est gagné. Ils vont rembourser. Est-ce que vous pensez que Berlin, Vienne, Paris ont des ports comme Amsterdam et... Non, je laisse tomber ça. Toujours ces questions d'économie domestique et de baignoire de cuisine comme on avait hier. Et là, tout simplement, une bouillotte qu'on emmène au lit. Comment faire que les New-Yorkais bénéficient de l'eau chaude quand messieurs Lovecraft et Kirk prennent leur bain ensemble? On amène chez eux le gaz. Et c'est l'avantage du gaz, non? De vous apporter l'eau chaude à domicile pour votre petite bouillotte. Hearst est toujours un énorme groupe de presse. Est-ce que c'est eux qui gèrent toujours le Cosmopolitan? Quelle rente! Petites illustrations pour vous donner goût et appétit au Cosmopolitan. Une journée comme une autre. Un qui est à New York, qui écrit la lettre de son dimanche. L'autre qui continue, Baltimore et Philadelphie, tout éberlué d'être dans un hôtel beaucoup mieux que ce qu'il pensait. Et puis les petits événements, un singe fou qu'on abat, un avion pour transporter de la marchandise, toutes choses qui sont l'écume. Et c'est de cette écume aussi dont on fait littérature.